Bonjour à tous, puisque le nouveau Star Trek Beyond s'apprête à sortir la semaine prochaine, c'est le moment ou jamais de revenir sur les deux précédents Star Trek réalisés par J.J. Abrams. Avant de commencer cette vidéo, il faut savoir que je ne connais pas grand chose de Star Trek, je connais dans les grandes lignes 2-3 épisodes de la série originale, et j'ai vu les deux premiers films de cette même série. Le film s'intéresse à James Kirk, qui est un fermier qui s'amuse à boire et à se vanter. Hey, farm boy. Maybe you can't count. But there are 4 of us and 1 of you. So get some more guys and then it'll be an even fight. Mais un capitaine du nom de Pike, qui travaille dans la Starfleet, qui est une fédération d'exploration des galaxies et de protection des frontières, souhaite qu'il rejoigne cette fédération car il voit en lui un certain potentiel. D'abord réticent mais ensuite convaincu par la bravoure de son père ou alors dans le besoin de remplir son ego, James Kirk rejoint l'Académie de Starfleet. Il essaye de prouver qu'il serait un bon capitaine et mérite d'avoir son propre vaisseau en passant à répétition un test simulation qui est imbattable. Pourtant, à son 3e essai, il arrive à introduire un certain virus dans la simulation et la réussit. Il est alors appelé devant le conseil de l'Académie pour l'accuser de tricherie. I believe I have the right to face my accuser directly. C'est alors qu'il fera la rencontre de Spock, un Vulcain qui a créé cette simulation et qui l'accuse d'avoir triché. The test itself is a cheat, isn't it? I mean, you programmed it to be unwinnable. The purpose is to experience fear. Fear in the face of certain death. To accept that fear and maintain control of oneself and one's crew. This is a quality expected in every Starfleet captain. Alors que Kirk est destitué de ses droits de pilote, une attaque survient dans l'espace et Starfleet est appelé à répondre à l'appel. Une fois en route, Kirk, qui a été introduit clandestinement par un ami médecin, prévient Spock qu'il connaît ce genre d'attaque. En effet, ce genre d'attaque a eu lieu le jour de sa naissance, le jour où son père est mort. Capitaine Pike décide d'écouter Kirk et se prépare à la bataille. Et il fait bien car c'est en effet un piège qui les attend. Un Romulien du nom de Nero demande à Capitaine Pike de se rendre, de venir à bord de son vaisseau non armé pour qu'il puisse lui poser des questions. Pike accepte, nomme Spock comme capitaine de l'Enterprise et Kirk comme premier officier. Nos héros découvrent alors les intentions des ennemis. Ils ont l'intention de perforer la terre native de Spock et d'y laisser un petit fragment de la matière rouge qui est capable de créer des trous noirs. Une petite équipe est alors formée dans l'Enterprise pour aller désactiver la drill. La mission est une réussite, mais ils ne peuvent empêcher la destruction de la planète. À bord du vaisseau romulien, Pike est interrogé au sujet de Spock et il comprend que Nero et son équipage viennent en fait du futur, là où leur planète fut détruite. Spock, à bord de l'Enterprise, décide de rejoindre les lignes de Starfleet, tandis que Kirk, lui, se révolte et affirme qu'il faut protéger la Terre d'une attaque éventuelle de Nero. Ayant poussé son argumentation trop loin, Kirk est expulsé du vaisseau pour mutinerie sur une planète glaciale. Là, par le plus grand des hasards, il fait la connaissance d'un vieux Spock du futur qui lui révèle tout ce qu'il veut savoir sur Nero et lui apprend même que Kirk deviendra capitaine de l'Enterprise et qu'il faut qu'il le devienne au plus vite. Une fois téléporté dans l'Enterprise, Kirk prouve aux membres de l'équipage que Spock est émotionnellement atteint par la destruction de sa planète et qu'il ne peut gérer la position importante de capitaine. Vu les règles de Starfleet, Spock est destitué de ses droits de capitaine et Kirk, qui était nommé premier officier par Pike, devient le capitaine de l'Enterprise. Il ordonne à son équipage de se préparer au combat et de se rendre vers la planète Terre. Comme il l'avait prédit, Nero a prévu une attaque contre la Terre. Spock et Kirk décident de s'introduire dans le vaisseau ennemi pour libérer Pike, voler la matière rouge et détruire Nero. Le film se termine sur la rencontre des deux Spock. Le Spock du futur dit à celui du présent de bien rester membre de l'équipage de l'Enterprise, tandis que Kirk est attribué le rang de capitaine officiel de l'Enterprise. Moi qui ne me suis jamais vraiment intéressé à Star Trek et qui n'a jamais prévu de le faire, je dois avouer que j'aime beaucoup ce film. J.J. Abrams fait partie des réalisateurs qui, malgré l'importance du projet sur ses épaules, il arrive à laisser sa patte artistique et à faire
ce qu'il veut faire. Je suis certain que pour ce projet et par exemple Star Wars 7, les studios étaient très inquiets de la réception du public. Et forcément dans ces cas-là, les studios laissent moins de liberté pour être sûrs d'avoir ce qu'ils pensent être bon pour le public. Mais dans les deux cas, Abrams a toujours réussi à imposer ses choix et à laisser une patte artistique. Dans Star Trek, il y a vraiment cette volonté de ne pas faire trop de coupures. Souvent, il laisse tourner la caméra et la pivote vers les personnages qui parlent, qui bougent ou qui sont importants à filmer à ce moment-là. Grâce à cela, c'est une caméra qui est assez vivante, qui est témoin des faits. Il y a beaucoup de travelling vers les visages des personnages pour voir leurs réactions, et énormément de panneaux qui passent d'un personnage à l'autre alors qu'ils reçoivent des ordres ou alors qu'ils se rendent compte d'une situation. Très rares sont les instants du film où la caméra ne bouge pas. Et pour moi, il a réussi le tour de force de satisfaire et les fans de la série et des films, et les nouveaux arrivants. Il utilise cette idée, certes déjà vue, mais qui est très intéressante pour faire une surface lisse, du retour dans le temps. En effet, cette réalité alternative n'est pas la même que celle de la série, puisque dans cette réalité, Kirk a rencontré le vieux Spock et que Nero déboule du futur, forcément, tout ce qui suivra ne sera plus pareil à ce que ça aurait été, donc la série. Ainsi, Abrams dit aux fans de la série qu'elle a existé, il ne l'efface pas du tout. C'est juste que c'est une autre réalité parallèle, et que donc il peut faire ce qu'il veut. Malgré quelques simplicités scénaristiques du genre Kirk tombe pile poil sur la même planète que le vieux Spock, et Kirk qui théoriquement n'est plus premier officier vu qu'il a été expulsé du vaisseau, qui devient capitaine, mais Abrams arrive à faire quelques originalités dans le film. Cela faisait longtemps qu'on n'avait plus eu une histoire d'amour qui n'est pas avec le héros principal. Et une histoire d'amour fort intéressante. Uhura sort avec Spock. Spock qui est donc un Vulcain, qui est une race qui essaye de renier toute émotion. Cela donne des contacts assez étranges entre deux, mais sera beaucoup plus exploité dans le second film. Le parallélisme des personnages est justement intéressant. Kirk est vantard au possible, se foutra de la gueule du plus de monde possible, se laissera pousser par ses émotions et ses instincts. Là où Spock, lui, est posé, réfléchi et essaye de cacher le plus ses émotions. Ce qui fait que la coalition entre deux, ce qui était probablement le cas déjà dans la série, est forcément très bien écrite et très intéressant à voir. Mais encore une fois, est beaucoup plus exploitée dans le deuxième. Et même dans le choix de casting, je suis assez content. Je trouve que les acteurs sont très bien trouvés, ils jouent tous extrêmement bons, et ne serait-ce que ce petit détail, mais je trouve que l'acteur qui a été casté dans le rôle du père de Kirk ressemble effectivement un peu à l'acteur qui joue Kirk. Mais il faut aussi parler de la musique, car cette musique fait probablement partie des musiques de blockbuster qui me plaît le plus. En même temps entraînante, en même temps épique, en même temps angoissée quand il faut l'être, la musique accompagne très bien les scènes. J'admets par-ci par-là qu'elle est un peu répétitive et qu'on l'utilise au moment fort à chaque fois, mais encore une fois, le compositeur améliorera tout ça dans le deuxième opus. Et ne serait-ce que pour le thème principal, chaque scène accompagnée par ce thème donne vraiment une puissance à la scène qui déjà de base sont des scènes très puissantes. La scène de la chute libre est probablement ma scène préférée de tout le film, mais encore une fois, ce genre de scènes épiques seront beaucoup plus présentes dans le deuxième. Je pense que je suis tout à fait en train de vendre que je préfère le deuxième au premier. Globalement, je me rappelais que le film était plutôt stable, plutôt posé, plutôt restreint, et que c'était un palier obligatoire pour le second. Mais en le revoyant pour la sortie de Star Trek Beyond, je me rends compte que non, en fait, ce film a beaucoup de qualité, et je l'apprécie beaucoup. Si je devais donner une cote à Star Trek, ce serait un 16 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez la partager, mettre un pouce bleu et vous abonner. Vous pouvez me suivre sur mon compte Twitter où j'annonce à l'avance les sorties que je ferai sur ma chaîne. Et je vous retrouve la prochaine fois pour la deuxième partie de ce marathon Star Trek Into Darkness.